Bonjour, vous êtes toujours sur FPP 106.3. Bienvenue dans l'univers enjoué de l'émission littéraire Le Lire et le Dire. Au micro, Jean-Claude Caillette. À la technique, Farid Elnadi. Bonjour Farid. Et notre invité, Pascal Marmet, qui, après nous avoir conté Le Parfum, revient avec un nouveau livre, Le roman du café, aux éditions du Rocher. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, on va faire les présentations. Je te lance et puis tu complètes. Hein. Bien sûr. Tu es parisien de naissance, mais voilà, niçois de cœur. J'habite, j'ai longtemps habité Paris. Je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris longtemps et j'habite à Saint-Laurent-du-Var maintenant, à côté de Nice. Avant, j'étais à Nice, oui. Je suis parti sur la Côte d'Azur pour rejoindre mes parents en 2006. Bon, voilà, donc ça fait quelques années que je suis implanté maintenant sur la Côte d'Azur. Ah oui, quand même, bien sûr. Mais j'adore revenir à Paris. Je viens souvent à Paris pour des radios ou pour quelques petites télés. Par exemple, le Salon du Livre qui a lieu Le Salon du actuellement. Livre, voilà. J'ai fait le Salon du Livre la semaine dernière. La semaine dernière. Un besoin d'écrire. J'avais créé un journal, le journal de ma famille. J'en avais parlé l'année dernière quand j'étais venu ici sur ce plateau. À l'époque, oui, mais c'était vraiment, bon, c'était de l'amusement. Hein. J'avais pas encore défini ce que je voulais faire dans la vie véritablement. Hein. Et mes parents, ils ont eu tout à fait raison, m'orienter un petit peu vers les affaires, vers le côté commercial. Et puis c'est vrai que j'ai été courtier d'assurance. Voilà, j'ai dirigé un hôtel, j'ai fait plein de choses. Je suis parti au Canada, j'ai beaucoup voyagé au Canada, en Russie, en Amérique du Sud. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et puis, c'est vrai qu'à l'âge de 37-38 ans, quelques années déjà maintenant, j'ai eu envie d'écrire, j'ai eu un besoin d'écrire et j'ai sorti mon premier roman en 2006. Alors, tu as également été ghostwriter. Écrivain fantôme, tu veux dire? Oui, Ghostwriter. Oui, enfin, ben ça, j'en parle. C'est mon accent qui te... Oui, c'est ton accent, j'avais pas compris. Oui, effectivement. Tu veux dire écrivain pour les autres? Voilà. Tu veux dire, oui, j'ai fait ça aussi. Mais bon, ça, nègre. Le nègre, voilà, c'est ça. Bon. C'est assez sympa cette expression. J'avais jamais entendu parler de ça. Ghostwriter. Voilà. Donc il y a toujours prescription et tu veux pas dire pour qui tu as été On peut pas, j'ai pas le droit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère travailler seul. Je préfère travailler seul, même si mes livres ont moins de succès. Mais je préfère une carrière littéraire, vous savez, c'est très long à se construire. Tu sais, c'est très long. Bien sûr. On met 10 ans pour percer dans la littérature. C'est mon ami David Fuenquinos qui me l'a dit au salon de Montsartou. Donc lui, ça fait quand même pas mal de temps qu'il écrit, moi un petit peu moins longtemps. Donc j'ai 4 ou 5 livres à mon actif aujourd'hui. Donc il faut laisser, comme disait François Mitterrand, le temps au temps. Il faut laisser le temps de faire sa carrière. Exactement. Mais la littérature, vous savez, c'est beaucoup plus une passion qu'un travail, qu'un job. C'est une passion, faut pas regarder l'argent. C'est vrai que quand on regarde l'argent, on gagne peu d'argent par rapport à ce qu'on peut travailler. Mais il faut que ça reste vraiment, vraiment une passion. Alors, quelques-uns de tes romans. Le Prince de Paris, en Petite nouvelle, 2001. Il y a longtemps, en 2008. Il y a longtemps, mon premier vrai roman, 2007-2008. Si tu savais, Sabrina, qui est déjà un petit peu l'histoire du roman du parfum, on retrouve, je crois, qui est les prémices du roman du parfum, qui est un roman initiatique de Sabrina, qui est une jeune fille qui va partir à la recherche de la parfumerie et qui va découvrir les parfums à travers un parfumeur qui s'appelle Gallimard, qui existe vraiment. Et ce livre-là, en 2010, ça a eu pas mal de succès. Et d'ailleurs, j'ai rencontré mon éditeur au Salon de Paris la semaine dernière, mon éditeur de l'époque, qui s'appelle Jean Castaret, donc aux éditions France Empire. Et il m'a dit qu'on va certainement ressortir le livre l'année prochaine en version poche parce qu'il a très bien fonctionné. Voilà, donc c'est un plaisir. Et puis, À la folie, en 2012. Un polar en 2012. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce polar. Je l'ai écrit parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et le roman du parfum. Alors, le roman du parfum. En 2012, donc c'est pour laquelle tu as été reçu l'année dernière ici. Alors, fin 2012, mais en fait, le livre est sorti en décembre 2012, mais il a fait toute l'année 2013. Il a bien marché et c'était dans la collection mythique de Vladimir Fedorovski qui s'appelle Le roman des lieux et destins magiques. Voilà. Même collection, pour lequel j'ai écrit le roman du café cette année, en 2014. Le héros qui va nous emmener sur les routes du café est un jeune homme de 20 ans, Julien, non-voyant.
Il a travaillé depuis son enfance dans une brûlerie de café chez son grand-père. Chez son grand-père, oui. Il adore son métier et il connaît presque tout du café. Mais surtout, c'est un nez également, hein, comme on dit du Alors parfum. oui, c'est un caféologue. C'est un caféologue averti, c'est un mot qui n'existe pas, que j'ai inventé. Mhm. C'est un expressoman, c'est un caféologue, c'est un kawa-thérapeute. Tout ça, c'est des mots que j'ai inventés, mais quand on est romancier, il faut bien inventer des mots aussi, quelque part. Oui, c'est vrai, parce qu'il a toujours, depuis qu'il est tout petit, puisque sa mère est morte en couche, il a toujours vécu avec son grand-père. Donc depuis qu'il est tout petit, il a été dans la brûlerie de son grand-père. Quand il était enfant, il laissait son nounours dans les sacs de café, son doudou. Donc évidemment, il a grandi avec le café, il connaît tout sur l'histoire du café, de A jusqu'à Z. Donc c'est pour ça qu'il a un bac plus 18 en caféologie. Voilà, depuis l'âge de 2 ans, il est à fond dans le café, quoi. Donc c'est un roman avec ce héros, et puis évidemment ça se développe dans l'univers du café, et tu nous apprends tout, ou presque tout, sur le café, voilà, qui est d'origine d'Arabie, d'où le nom comme Arabica, voilà, absolument, comme le port de Mocha, absolument, comme le terme kawa également. Voilà. Le mot café trouve son origine dans le kawa, donc ça veut dire qui ravit, qui incite à l'envol. Ah oui, en effet. Vous voyez un petit peu. Mais c'est vrai que ce livre est un roman, mais c'est surtout aussi un prétexte pour parler de l'histoire du café, de l'aventure du café, et c'est un petit peu un dictionnaire amoureux du café en quelque sorte. Après avoir lu ce livre, vous allez changer radicalement vos habitudes de café. Mais pour revenir à notre histoire, mon petit Julien, donc qui a 20 ans, qui est héros de ce livre, qui est aveugle, effectivement, travaille dans la brûlerie familiale. Et du jour au lendemain, il va être licencié par son grand-père parce qu'il a comparé, il a commis un sacrilège, il a comparé Nespresso, donc la fameuse marque Nespresso, au génie de Guerlain. Donc, quelque part, il y a un petit peu un sacrilège, pour le vieux grand-père, qui est un monsieur qui travaille à l'ancienne, etc. Donc il va le fiche dehors. Bon, après il va le regretter bien sûr, mais au départ il va le fiche dehors, mais il va quand même lui donner des indemnités de licenciement puisqu'il a travaillé de nombreuses années pour lui quand même. Et Julien, qui rêve de café, depuis qu'il est tout petit, il rêve de café, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir sa seule amie d'enfance qu'il a, qui s'appelle Johanna. Et tous les deux, ils vont partir sur les traces du café. Qui est une sacrée fille. Elle est un petit peu particulière, oui. Elle donne justement un ton un peu plus léger au roman parce que j'avais peur que ce livre ait un côté un petit peu didactique, vous savez, un côté un petit peu professoral, enseignement, etc. Donc j'ai créé Johanna pour avoir ce petit côté un peu léger. Les choses se passent lors d'un dialogue. Donc, vous savez, dans les informations historiques, quand elles sont diluées dans un dialogue, ça passe beaucoup mieux vis-à-vis du lecteur. Là, c'est très bien c'est un livre très amusant à lire aussi parce que les personnages sont très attachants et drôles. La légende raconte qu'au pays des sultans, un chevrier qui menait ses chèvres a remarqué que ses chèvres étaient toutes surexcitées quand elles mangeaient les baies, les cerises. Les cerisettes, les fameuses cerisettes. Oui. Et puis une autre légende dit que 2 moines ont laissé des grains trop près de la cheminée, et puis d'un seul coup, il y a une odeur comme ça qui s'est dégagée. Ouais, ça c'est la torréfaction. Ça c'est la torréfaction. Alors, vous savez, les historiens, Jean-Claude, ils sont un peu perdus pour dater l'histoire du café. Ils sont vraiment perdus, ils savent pas trop. Donc c'est une légende, la légende du berger Chaldie, c'est une légende du 8e siècle, mais elle est apparue également au 11e, au 12e siècle. Chaque religion la met un petit peu à sa sauce. Les musulmans la mettent à leur sauce et les catholiques la reprennent. Enfin bon, mais c'est la même histoire. C'est l'histoire du berger Chaldie qui effectivement était chevrier et gardait ses chèvres. Et puis un jour, il a trouvé que ses chèvres n'arrivaient pas à dormir parce qu'elles avaient mangé les fameuses baies, les fameuses cerisettes. Parce que le café se présente, en fait, c'est un arbre qui mesure à peu près 1,60 m, le caféier. Et ça se présente un petit peu, c'est comme des cerises, c'est comme des cerisettes, c'est rouge ou vert. Et à l'intérieur, vous avez une drupe, et quand vous pressez donc cette cerisette, vous avez à l'intérieur les grains de café. Grains de café qui sont torréfiés et qui sont ramenés verts au départ et qui sont ramenés par bateau d'Amérique du Sud en Europe, et après ils sont torréfiés.
Tu racontes également tous les interdits dont fut victime le café, en Arabie, en Angleterre, sous Louis XIV. En France aussi. En France, oui, c'est ça. En France, avec notre célèbre... il faut rendre hommage à un pape, quand même, parce que Clément VIII, c'était quelqu'un d'extraordinaire, parce que le café était interdit partout. Et on avait demandé à ce pape qu'il interdise le café parce que c'était soi-disant une boisson diabolique. Et Clément VIII a goûté donc le café. Il a trouvé ça bon. Alors il a dit vaincons Satan en bénissant ce café, en lui donnant l'autorisation. Donc c'est grâce à Clément VIII qu'on boit du café en Europe aujourd'hui. C'est tout à fait récent quand même, puisque c'est 16e siècle. C'est ça, voilà, absolument. Que c'est introduit vraiment dans les coutumes. Oui, mais alors le café existait avant, il était vendu chez les apothicaires, donc les anciens pharmaciens, et il servait de médicament. Mais si on regarde vraiment, si vraiment on creuse un petit peu, parce que j'ai rencontré Malek Chebel, qui a signé 2 dictionnaires amoureux, notamment le dictionnaire amoureux de l'islam. Et dans ces livres, j'ai trouvé des traces, des références de café dans le Coran et dans la Bible aussi. Alors, on n'appelle pas ça le café, on appelle ça le grain noir, la fève magique, etc. Mais on peut supposer qu'il s'agissait de café. Donc, depuis bien longtemps, donc ça remonte en fait bien plus loin que l'histoire du berger qu'elle dit. Bien sûr. Alors, Pascal, nous allons interrompre là un moment cet entretien afin de vous inviter à découvrir un spectacle. Ah, formidable. Alors, une pièce de théâtre proposée par la Compagnie du Vacarme, une équipe jeune et dynamique qui présente sa première mise en scène en s'attaquant à un monument cinématographique de Thomas Vinterberg, Festen, lors de 4 représentations exceptionnelles au théâtre de Ménilmontant. Le théâtre de Ménilmontant, c'est 15 rue du Retrait dans le 20e. Et ces représentations sont 17, 18, 24 et 25 avril à 21h. Alors, formidable. On ira ensemble voir ce spectacle. Volontiers. Alors, la pièce Festen est une pièce tirée du film danois donc, de Thomas Vinterberg, sorti en 1998 et prix du jury au Festival de Cannes. À l'occasion de l'anniversaire du patriarche d'une famille bourgeoise, une cérémonie est donnée à l'hôtel familial. Malgré les convenances qui semblent régir les rapports entre les différents membres, les déséquilibres de chacun surgissent rapidement. L'oncle lourdeau ressasse sa blague idiote, la dépressive met son grain de sel, le fils alcoolique et raciste n'en rate pas une, et une femme immortalise le tout sans grand discernement avec sa caméra. Au début du repas, Christian, le fils aîné, porte un toast et révèle un lourd secret familial. Lui et sa sœur jumelle, Linda, suicidée 1 an auparavant, ont été victimes de viols répétés durant leur enfance et le pédophile n'est autre que leur père, présent évidemment dans cet anniversaire. La pièce traite de l'incrédulité de cette famille et de leur confrontation au silence. La morte Linda est le symbole du non-dit, de ce que l'on sait mais que l'on doit occulter sous le sceau du remords, de la honte et de l'infamie pour continuer à vivre dans les convenances. Dans ses notes d'intention de la pièce, il est dit « Festen est une tragédie du silence et de la mort ». Le rythme soutenu du spectacle entraîne le spectateur dans une longue chute cauchemardesque, ponctuée de cris et de rires gras. Le metteur en scène écrit « Nous nous éloignons par instant du naturalisme propre au film, nous donnons une place plus centrale à l'aspect festif de l'événement, créant de plus un doute sur la véracité des propos de Christian. » Voilà, alors devant Festen, on sourit face à des personnages à l'humour graveleux, lamentable, et on prend conscience de la cruauté humaine. Je récapitule donc, Festen, 4 représentations exceptionnelles au théâtre de Ménilmontant, les jeudi 17, vendredi 18, jeudi 24 et vendredi 25 avril, 21h, et le théâtre de Ménilmontant est au 15 rue du Retrait, dans le 20e. Vous êtes toujours sur FPP 106.3 où vous écoutez l'émission littéraire Le Dire et le Dire. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Marmet en raison de la parution de son livre « Le roman du café » paru aux éditions du Rocher.
Alors, dans ce livre, par exemple, tu donnes le nombre exact de grains qu'il faut pour obtenir une tasse de café. Oui. Ah oui, 95. Ah bon. Et pourquoi pas 96 c'est comme ça. C'est comme ça. C'est aussi pour vous rendre compte que pour faire une simple tasse de café, il faut quand même beaucoup de grains. Donc le café doit se cultiver sur des milliers et des milliers d'hectares. Hein. Et puis il y a une cérémonie, l'eau doit être quand même à un certain degré, il faut... Ça c'est dans certains pays où il y a une vraie cérémonie, mais en France, en Europe en général, quand si vous voulez vraiment faire un bon café, il faut déjà utiliser de l'eau minérale, je le dis tout le temps, parce que les gens utilisent de l'eau du robinet parce qu'ils n'ont pas le temps le matin, ça enraye les machines, enfin c'est pas très bon, et vous avez un café qui, même si vous utilisez un très bon café, vous avez un café qui a peu de saveur finalement, ou alors qui a un goût d'eau de javel, donc c'est pas très agréable. Donc utilisez de l'eau minérale, s'il vous plaît. Il existe 2 grandes sortes de café, le Robusta et l'Arabica. Alors, quelles sont les différences et les provenances Alors, c'est important ça, c'est très important. Quand on boit du café, il y a 2 sortes de café dans le monde. Il y a le Robusta et il y a l'Arabica. Le Robusta, comme son nom l'indique, il est robuste et il va venir en général des grands pays d'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il va être très chargé en caféine, en revanche. D'accord. Ah oui. L'Arabica trouve son origine dans le mot arabe. Effectivement, Arabie, c'est un café qui, au départ, vient du Moyen-Orient. C'est la provenance, vient du Moyen-Orient. Et qui ensuite s'est propagé un petit peu partout dans les pays, notamment en Amérique du Sud. L'Arabica est un café qui est beaucoup plus léger, puisqu'il est 4 fois moins chargé en caféine que le Robusta. Et on trouve dans l'Arabica, c'est le meilleur café au monde, on trouve dans l'Arabica de nombreux grands crus. Vous avez plus de 400 grands crus de café recensés à travers le monde dans l'Arabica. Alors ce que font en général... Comme les vins. Comme les vins, oui, absolument. Ce que font en général les torréfacteurs de renom, les grands torréfacteurs, ils le boivent en général, soit ils font des ventes d'Arabica pure à 100%, soit ils font ce qu'ils appellent des blends, c'est-à-dire des mélanges. Le mélange idéal en matière de café, c'est 80% d'Arabica et 20% de Robusta. Et là, vous avez un excellent café. Le roman mélange habilement une intrigue, l'histoire du café, la situation actuelle du café, le marché, les enjeux financiers, la distribution, l'écologie, les façons de le préparer. Il existe à Paris des endroits où le café est vraiment célébré. Oui, puisqu'on est à Paris, là, sur Fréquence Radio Pluriel, donc on va en profiter parce que vous avez à Paris, vous êtes quand même gâtés un petit peu. Vous avez des lieux magiques, vous avez des lieux prestigieux, comme la Caféothèque, par exemple. Je suis allé faire une dédicace la semaine dernière chez Gloria Montenegro, donc c'était le 27 mars, la semaine dernière. J'étais chez Gloria. La Caféothèque, rue de l'Hôtel de Ville, 52 rue de l'Hôtel de Ville, c'est vraiment une adresse en or, c'est une adresse à connaître. Courez-y, allez-y. Vous allez déguster un grand cru de café. Il y a plus de 400 grands crus de café. Gloria Montenegro, qui est quand même l'ex-ambassadrice du Guatemala en France, qui est commandeur de la Légion d'honneur, elle tient ce lieu, cette tour de Babel, depuis 2005. Elle a inauguré ce lieu en 2005. Et c'est une femme absolument extraordinaire. Elle milite pour un café éco-responsable. Elle a créé une université de café et elle forme à travers le monde tous les plus grands baristas. Les baristas, c'est les gérants de torréfacteurs. D'accord. Barista. Alors il y a également Coutume Café qui est au Café, 47 excellent, rue de Babylone. Excellent, tout le monde connaît Antoine Nétien qui était quand même meilleur torréfacteur de France en 2011. Hein. Et Antoine Nétien a créé le Café Coutume, donc 47 rue de Babylone dans le 6e. C'est un haut lieu également du café à Paris. Et puis vous avez le dernier, vous avez chez Verlet. Chez Verlet, absolument. Dans le 1er arrondissement, rue Saint-Honoré. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré. C'est le neveu de Pierre Verlet qui avait créé cette institution en 1965. Et là, vous allez découvrir... J'ai lu dans ton livre, d'ailleurs, que c'était ouverte en 1880. Enfin, à l'origine, quoi. À l'origine, absolument. Ah. Mais Pierre Verlet a donné son nom à cet endroit magique en 1965. Et ça a été racheté depuis par son neveu. Et c'est aujourd'hui le neveu de Pierre Verlet qui tient donc ce café formidable où vous avez en vitrine des sacs de café où vous pouvez toucher, vous pouvez sentir, vous pouvez. Là, vous avez vraiment c'est plus que l'idée de café. Là, vous vous rendez compte un petit peu ce qu'est le café et les grands crus.
là, c'est bien parce que tu me lances sur autre chose. Ton héros, Julien, s'offre une petite visite chez Nespresso sur les Champs-Élysées. Et là, tu as une opinion, j'ai l'impression que tu as une opinion mitigée. Alors, d'une part, tu reconnais que Nespresso a relancé la dégustation du café après les décennies de lyophilisé. Et puis, d'autre part, le temple de la capsule magique, comme tu l'appelles, te laisse de marbre. Non, c'est pas ça. Il faut quand même rendre hommage à Nespresso, à Nestlé, parce que ce sont, bon, bien sûr, c'est un colosse suisse, c'est une entreprise multinationale. Je peux pas trop en dire du mal, d'ailleurs. non, mais on n'est pas là pour ça. Mais d'ailleurs, j'en ai pas envie de dire du mal, parce que ce sont des génies au départ. Ils ont, vous savez que la capsulette, la fameuse dosette, la capsulette, a été créée en 1976 par quelqu'un qui s'appelle Éric Fabre. Et comme le monde n'était pas prêt, ça a été gardé dans les coffres forts. Le monde n'était pas prêt parce qu'en 76, rappelez-vous, moi j'étais enfant à l'époque, mais on utilisait la petite cafetière Moulinex avec le filtre, etc., etc. Donc ils ont remisé ça, ils ont gardé ça dans leur coffre-fort, et en 2001, dans les années 2000, ils ont ressorti ça, et ça a été un événement. Ce que je reproche à Nespresso, c'est qu'ils ne vendent pas vraiment du café. Quand vous rentrez dans une boutique Nespresso, ça ne sent rien. Ils vous vendent l'idée du café. Voilà ce que je reproche. Mais c'est pas grand-chose. En revanche, ils font un excellent café, il faut quand même le dire. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé, c'est beaucoup plus simple, effectivement, de mettre une petite capsulette dans la machine Nespresso, et puis de déguster. En revanche, mettez de l'eau minérale, encore une fois, et de déguster un café qui va pas être trop mauvais, et qui va être bon même. Mais c'est vrai que pour les anciens torréfacteurs, c'est un peu une hérésie, Nespresso. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Mais je vous dis, c'est le temple du dieu Kawa. C'est un discours un peu lissé, mais ils font un excellent café. On a vu que le café était originaire d'Arabie, mais les Espagnols et les Portugais ont trouvé une terre très favorable à la culture du café en Amérique latine. Bien sûr. Principalement au Brésil et en Colombie, Guatemala bien sûr. Une terre, mais également une main-d'œuvre bon marché, puisque c'était des esclaves. Eh oui, bien sûr, c'est ce côté un petit peu tragique. Le café noir a été vendu avec ces cafés rouges des esclaves. Effectivement, on a aboli l'esclavage bien tard, en 1848, je crois, quelque chose comme ça. Effectivement, on a utilisé de la main-d'œuvre bon marché pendant des années et des années. C'est un petit peu ce qu'on. Mais il faut le dire aussi, c'est les gens qui ont souffert, il faut leur rendre hommage. Mais maintenant, les choses s'améliorent de plus en plus avec un café, je vous dis, éco-responsable. Gloria Montenegro, encore une fois, a milité, a fait beaucoup de choses pour le café, notamment elle a réduit pour les porteurs de sacs. Trouvait que le 25 ou 30 kilos, c'était trop lourd pour les Guatémaltèques. Donc elle a créé des petits sacs de 12,5 kg pour que les porteurs aient moins à souffrir justement de ça. De plus en plus, on vient à un café écologique, bio, responsable. Et je vous dis, même si vous le payez un tout petit peu plus cher, ça rend hommage à ces gens-là qui travaillent pour le café, et ça, c'est bien. Le café, comme les matières premières, est la proie des traders, des spéculateurs. Il existe deux marchés, les Robusta à Londres et puis les Arabica à New York. Donc les marchés ne sont même pas en Amérique latine, ni en Afrique. Non, ils sont effectivement dans nos pays dits industrialisés, dits commerciaux. C'est un petit peu dommage, oui, ça, on peut le regretter, on peut le déplorer. C'est vrai, le marché de l'Arabica, effectivement, puisque l'Arabica, je vous dis, c'est l'Amérique du Sud, donc la bourse va être à New York, et le marché du Robusta, effectivement, voilà. Alors, c'est sur ce point, donc le marché des spéculateurs, que tu fais rebondir la partie romancée du livre. Voilà, absolument, avec notre ami James, là. Voilà, exactement. C'est un salaud de première, il en fallait bien un dans un roman, quand même. Exactement. Alors, quand on parle du café, on emploie le même vocabulaire que pour le vin, par exemple. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant de dire, Jean-Claude, tu l'as pas dit au début peut-être, c'est que c'est un vrai roman, mais à la fin du livre, vous avez toutes les annexes qui sont très sympas. Vous avez toute l'histoire du café, de A jusqu'à Z. Vous avez 40 pages, vous avez un précis sur toute l'histoire du café, de A jusqu'à Z. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui sont passionnés. Référence au précis sur le café. Mais ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Ah oui, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Mais on peut lire ce livre de plusieurs façons. Il y a des gens, les lecteurs de romans, qui vont uniquement lire le roman. Il y a les passionnés de café qui vont aller chercher les annexes pour avoir des petites histoires. Et puis après, il y a tout un tas de choses sur le café. Il y a le café, la santé. Comment boit-on un café dans le monde? Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, les grands crus de café. Il y a tout un chapitre sur les grands crus de café. Et il y a un langage du café. Comme il y a l'ABC
l'abécédaire amoureux du café, un petit peu comme l'abécédaire amoureux du vin. On parle du corps, on parle de la teneur, on parle d'acidité, on parle de... Et c'est exactement la même chose. J'ai assisté à certains cours d'université de café avec notre amie Gloria Montenegro. Effectivement, ils ont des crachoirs, exactement la même chose que pour le vin. Ils goûtent les cafés et après ils les recrachent parce qu'ils pourront pas, et sinon ils boiraient 50 litres par jour, donc c'est pas possible, donc ils recrachent leur café. Bon, alors on peut dire que pour les héros, le livre se termine bien, on peut dire ça, on va pas dire comment, mais enfin bon. Oui, voilà. le héros, oui, alors, c'est assez compliqué comme il y a une petite histoire, mais si vous voulez, c'est surtout pour rendre hommage au café. Voilà, Ce livre, bien sûr, c'est un dictionnaire amoureux du café. Si vous aimez le café, achetez ce livre parce que vraiment Mais, vous allez. Si vous aimez pas le café, achetez le livre également. Vous pouvez l'acheter aussi. Et vous allez aimer le café. Bon, et le livre. Alors, quels sont tes projets littéraires? Alors, mes projets littéraires, je vais faire un livre avec un ami. C'est la première fois que je fais ça, parce qu'en général, j'écris mes livres tout seul. Mais là, je vais faire un livre en duo. Je vais faire un livre à 4 mains avec mon ami Jean Sicardi. Jean Sicardi, qui est l'auteur de plus de 60 ouvrages qu'on trouve un peu partout, aux éditions du Rocher d'ailleurs. On trouve également ses livres aux presses de la Cité, on trouve ses livres chez Calman Lévy. C'est un grand écrivain du sud de la France, c'est probablement l'écrivain le plus connu de notre région PACA. De Marseille à Nice, tout le monde connaît Jean Sicardi. Et je vais faire un livre avec lui sur le thé. Voilà. Après le café, le thé, ce qui me paraît également une suite logique. Hein. On est toujours dans les arômes parce que tu sais, j'avais fait le roman du parfum l'année dernière. Et cette année, je fais le roman du café. Et il y a des journalistes qui m'ont interviewé, qui m'ont demandé, mais après le parfum, pourquoi le café, ça n'a rien à voir? Je dis, détrompez-vous. Parce que j'ai rencontré Gloria Montenegro, j'ai rencontré Philippe Combesco, j'ai rencontré Antoine Nétien. Ces gens-là font des formations sur l'université de café. Et quand ils vont en Amérique du Sud, ils comparent justement, ils font des formations et ils comparent le café à des grands parfums. Justement, en matière d'odorat surtout. Et puis mon héros est quand même licencié pour avoir comparé le génie de Nespresso au génie de Guerlain et aux aldéhydes qu'on trouve dans Chalimard. Donc, quelque part, il y a beaucoup de relations. Hein. Absolument. L'émission se termine malheureusement. Quelle est la question à laquelle tu aurais répondu volontiers et que je ne t'ai pas posée? Eh bien, écoute, j'aurais bien aimé que tu me poses une question sur l'histoire du café avec Louis XIV, parce que ça, c'était très important pour moi. Alors, vas-y, rapidement, mais vas-y. Alors, rapidement, je vais t'expliquer. C'est simple, c'était en 1672, ça s'est passé comme ça. Le grand ambassadeur Aga, Soliman Aga, qui était envoyé par le sultan de Turquie, a voulu présenter à la cour de France le café. Et ce grand ambassadeur est arrivé donc à Versailles. Il était vêtu d'une simple robe de marchand et il ne s'est pas prosterné devant Louis XIV, il s'est juste incliné et il a présenté à Louis XIV une lettre du sultan de Turquie. Louis XIV ne l'a pas lue, il l'a fait lire par un lecteur, il a coupé le lecteur et a dit « je le lirai plus tard ». Le grand ambassadeur a été vexé. Louis XIV l'a pris de haut. Et le plus vexé, c'était encore Louis XIV, d'ailleurs. C'était encore Louis XIV. Et le café n'est pas rentré à la cour de France à cause de ça, à cause d'un sourcil hautain de Louis XIV. Par la suite, il est arrivé en France avec Louis XV, qui lui torréfiait lui-même son propre café, bien sûr. Et le grand ambassadeur a acheté une très belle propriété aux abords de Paris et recevait tous les grands de la cour de France qui venaient déguster son café. Voilà. Nous recevions Pascal Marmet, auteur du roman du café aux éditions du Rocher, que je vous recommande si vous voulez vous instruire en vous amusant. Merci Pascal. Une dernière chose, je voulais dire que j'ai créé quelque chose depuis un petit peu de temps qui marche bien, c'est-à-dire que si vous voulez acheter mon livre et avoir la dédicace de l'auteur, parce que souvent on me demande ça, vous pouvez l'acheter sur mon site www, ensuite c'est pascalmarmet.com. C'est plus sympa de recevoir par courrier un livre de l'auteur signé, dédicacé par l'auteur. www.pascalmarmet.com. Vous pouvez commander mon livre, Le roman du café, et je vous adresserai une petite dédicace avec un petit mot. C'est toujours plus sympa. Voilà. Formidable. Merci Pascal. À bientôt. Merci Farid. C'était JCC pour FPP. Au revoir.